Je m'appelle Marc Bouchoucha et je suis chercheur à l'IFREMER. Nous sommes aujourd'hui à bord de la campagne Sushi Med sur le navire océanographique Thétis 2. Notre objectif, c'est de suivre la contamination chimique et ses effets à l'échelle de la façade méditerranéenne, c'est-à-dire de la frontière espagnole à la frontière italienne et en faisant le tour de la Corse. Le 9 juillet, à 11 h, nous allons présenter les résultats de 20 années de suivi de la contamination chimique en Méditerranée, c'est-à-dire à la fois l'état, mais aussi les tendances, l'évolution de la contamination chimique sur l'ensemble de notre façade. Vous pouvez nous suivre en direct sur les réseaux sociaux à partir de 11 h. Je m'appelle Marc Bouchoucha et je suis chercheur à l'IFREMER. Nous sommes aujourd'hui à bord de la campagne Sushi Med sur le navire océanographique Thétis 2. Notre objectif, c'est de suivre la contamination chimique et ses effets à l'échelle de la façade méditerranéenne, c'est-à-dire de la frontière espagnole à la frontière italienne et en faisant le tour de la Corse. Le 9 juillet, à 11 h, nous allons présenter les résultats de 20 années de suivi de la contamination chimique en Méditerranée, c'est-à-dire à la fois l'état, mais aussi les tendances, l'évolution de la contamination chimique sur l'ensemble de notre façade. Vous pouvez nous suivre en direct sur les réseaux sociaux à partir de 11 h. Bonjour, bienvenue au Centre IFREMER de Méditerranée. Cette conférence de presse, organisée par l'IFREMER et l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, est retransmise en direct sur nos réseaux sociaux. Alors, la Méditerranée est-elle plus ou moins contaminée qu'il y a 20 ans? Comment les actions à terre contre la pollution ont des effets bénéfiques en mer? Comment la contamination est-elle transférée au plancton, aux poissons? Que sait-on des impacts des nouvelles molécules rejetées en mer? Pour répondre aujourd'hui à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Roy, directeur général de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, François Houllier, président-directeur général de l'IFREMER, Marc Bouchoucha, chercheur en environnement marin au Centre IFREMER de Méditerranée, Pierre Boisserie, expert eau à l'Agence de l'eau, Daniel Lafitte, biochimiste et directeur de la plateforme de spectrométrie de masse de la faculté de pharmacie d'Aix-Marseille Université, et Daniela Banaru, maître de conférences en biologie et en écologie marine à l'Institut méditerranéen d'océanologie à Aix-Marseille Université. La conférence se déroulera sous forme de présentation pendant 45 minutes, puis nous aurons une demi-heure de questions-réponses. Pour les journalistes qui nous regardent, vous pouvez nous poser vos questions via la plateforme Slido, et les internautes sont aussi invités à nous poser leurs questions dans les commentaires sur Facebook. Je laisse maintenant la parole à Laurent Roy, puis à François Houllier. Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots sur la raison de cette conférence de presse vue du point de vue de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Alors, l'Agence de l'eau, comme toutes les agences de l'eau nationales, nous sommes un établissement public de l'État sous la tutelle du ministère de la Transition écologique. Et notre vocation, c'est l'atteinte du bon état des eaux dans toutes ses composantes, donc état quantitatif, état chimique, état écologique, et pour tous les types d'eau, qu'il s'agisse des rivières, des nappes souterraines, des fleuves, mais aussi donc des eaux marines et des eaux littorales. L'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, nous sommes compétents sur tout le bassin versant français de la Méditerranée. Donc le bassin versant français de la Méditerranée, ça fait un quart du territoire national métropolitain.
c'est tout le territoire qui prend le bassin versant du Rhône, de la Saône, les côtiers provençaux, les côtiers languedociens, la Corse, donc toutes les eaux françaises qui vont vers la Méditerranée. Et sur ce vaste territoire, nous travaillons donc pour l'atteinte du bon état, la réduction des pollutions, les économies d'eau et le bon état écologique. Autant dire que nous sommes particulièrement investis sur la façade méditerranéenne, parce que c'est le réceptacle pour nous de toutes nos actions. Le résultat de toutes nos actions, il se voit sur la Méditerranée. De ce point de vue-là, nous avons 3 grands axes prioritaires sur cette façade méditerranéenne. D'abord, la lutte contre les pollutions, que j'ai déjà évoquée. Le but est de réduire le plus possible les rejets polluants qui vont dégrader le bon fonctionnement et le bon état de la Méditerranée. Et sur la façade, c'est par exemple l'amélioration des systèmes d'assainissement et d'épuration, les réseaux d'assainissement, les stations d'épuration. Il faut quand même se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, il y a 20 ou 30 ans, on avait encore les principales grandes agglomérations de la façade méditerranéenne qui rejetaient leurs effluents sans traitement à la mer. On n'en est plus là. On a globalement des systèmes qui fonctionnent, mais c'est un enjeu majeur pour nous. Le deuxième grand axe, c'est la préservation des habitats remarquables. Alors, les habitats remarquables en Méditerranée, on peut citer les herbiers de Posidonie, on peut citer les coralligènes, enfin d'une manière générale les habitats des petits fonds marins. Et pour illustrer notre action de préservation en la matière, c'est toute l'action qui, en lien avec les services de l'État sous l'autorité du préfet maritime, vise à réduire ou supprimer l'impact des ancrages des navires, donc les grands navires, les bateaux de croisière, la grande plaisance, etc., dans les herbiers de Posidonie et qui dégradent ainsi ces herbiers. C'est le deuxième grand axe, la préservation des milieux remarquables. Le troisième grand axe, c'est la restauration des milieux. Quand on a bien amélioré la qualité de l'eau, parce que par exemple on a traité une agglomération, qu'on assainit, qu'on a une station d'épuration qui fonctionne bien, pour autant le milieu a été bien chamboulé. On peut l'aider à reconquérir une bonne qualité écologique pour la faune et la flore marine en implantant par exemple des structures de type récifs artificiels ou habitats artificiels qui vont aider, faciliter cette recolonisation et donc faciliter la reconquête d'un bon fonctionnement écologique dans des milieux qui ont pu être très dégradés. Au total, sur ces 3 grands axes, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse investit environ 100 millions d'euros par an pour préserver la Méditerranée. Cette action serait très incomplète et probablement inefficace si elle ne s'appuyait pas sur une action de connaissance, de surveillance particulièrement précise, approfondie. C'est l'objet de la conférence de presse d'aujourd'hui. La surveillance doit guider l'action. La surveillance doit guider l'action parce qu'il faut connaître l'état des milieux, l'état de la Méditerranée dans toutes ses composantes, pour savoir quelles sont les priorités d'action, sur quoi il faut agir en priorité, pour savoir quels sont les résultats des actions entreprises, donc évaluer les résultats de ce qu'on a fait, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, pour ensuite réorienter si c'est nécessaire, et pour identifier les nouveaux enjeux. Quels sont les nouveaux facteurs de pollution qui nécessitent par exemple une nouvelle substance, les nouveaux contaminants qui sont nécessaires de mobiliser une action volontariste. Sur cette action de connaissance, l'Agence de l'eau engage au total 2,3 millions d'euros par an pour acquérir au total plus de 1500 informations nouvelles tous les ans dans le cadre de 40 dispositifs. Donc c'est tout à fait considérable. Et là, on s'appuie fondamentalement sur un partenaire essentiel pour nous qui est l'Ifremer. D'où cette conférence de presse commune avec l'Ifremer qui agit directement dans le cadre de ces campagnes de surveillance pour cette connaissance et sur lesquelles nous, Agence de l'eau, nous ne pourrions rien faire en la matière. Nous avons fondamentalement besoin de ce partenariat pour avoir tous ces éléments de connaissance et donc une action la mieux orientée possible, la mieux priorisée possible, la mieux évaluée possible et donc, in fine, la plus efficace. Donc il nous paraissait important de faire cette conférence de presse ensemble pour vous présenter les derniers résultats et échanger avec vous pour pouvoir ensemble relever les enjeux d'une Méditerranée mieux préservée et qui fonctionne le mieux possible. Je te laisse la parole. Merci Laurent Roy, merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Donc je crois que tout le monde l'a compris, c'est important pour l'Ifremer de travailler sur la surveillance du littoral, sur la surveillance des eaux côtières, des eaux lagunaires, parfois des eaux estuariennes,
Donc c'est un sujet qui est important pour l'Institut, qui nous amène à collaborer avec l'ensemble des agences de l'eau. Et l'année dernière, nous avions tenu une première conférence de presse intitulée Surveiller le littoral, qui s'était tenue à Nantes et qui avait essayé de brosser un paysage de l'ensemble des données qu'on avait sur la qualité des eaux littorales, côtières, lagunaires, ce qui nous avait d'ailleurs permis d'observer à l'échelle de la France une tendance à l'amélioration progressive, même si des points de vigilance persistaient. Alors cette année, on a choisi pour plusieurs raisons, à la fois parce que la Méditerranée est une mer fermée, que c'est une mer très anthropisée, donc c'est une mer qui, pour des raisons à la fois historiques, humaines, géographiques, porte des enjeux particuliers en matière de qualité des eaux. On a donc choisi de travailler ici, de se focaliser sur la Méditerranée. On l'a aussi fait parce que la qualité du partenariat qu'on a avec l'agence de l'eau de Méditerranée-Corse est assez remarquable. Sur beaucoup de sujets, cette agence a été précurseur dans le cadre des travaux menés par les différentes agences de l'eau. Et on a choisi aussi, sur cette conférence de presse, de se focaliser non pas sur l'ensemble des contaminations, pollutions qui peuvent affecter la Méditerranée, mais d'avoir un centrage, un ciblage, un focus plus sur les contaminations chimiques. Alors l'IFREMER est aussi présent sur d'autres sujets, la qualité microbiologique de l'eau, sur laquelle il y a eu des progrès, les questions d'eutrophisation, on travaille sur l'ensemble, les questions d'efflorescence algale et les risques phycotoxiques qui peuvent être associés. Mais cette année, on a choisi donc ce focus à la fois méditerranéen et puis sur la contamination chimique. Alors, je le redis, à la fois parce que la qualité de la relation avec l'agence de l'eau de Méditerranée-Corse est grande, parce que sur cette question de la contamination chimique, on a une densité d'informations accumulées ici en Méditerranée qui est plus grande que celle que nous avons à l'échelle nationale. On opère en fait 2 réseaux principaux en matière de contamination chimique. Je pense que ce sera évoqué tout à l'heure par nos collègues. Un réseau national d'en gros 150 points qui est suivi chaque année, et puis un réseau spécialisé sur la Méditerranée et qui regarde notamment les mollusques comme des intégrateurs des contaminations biologiques et qui porte une centaine de points à l'échelle du bassin méditerranéen. Donc on a ici de bonnes raisons de vous faire cette présentation. Et puis par ailleurs, on a un recul, et je crois que ce sera évoqué tout à l'heure par Marc Bouchouchard et puis Pierre Boisserie, on a un recul maintenant d'une vingtaine d'années qui permet non seulement d'avoir un état des lieux aujourd'hui, en 2021, mais aussi de voir quelles ont été les tendances. Et puis, comme l'a évoqué Laurent Roy, de voir finalement si les actions qui ont été menées à terre, puisque l'essentiel pour réduire ces contaminations et améliorer la qualité des eaux se déroule à terre, voir si ces actions ont permis de générer des améliorations. Et donc, on a cette capacité à fournir cette mise en perspective. Au passage, on va parvenir sur ce sujet, je crois que ça a été dit il y a un instant par Laurent Roy. Quand on avait fait la conférence de presse l'an dernier, on avait par exemple vu que des actions de restauration avaient eu des effets positifs. Sur, par exemple, la lagune de l'étang de Thau, on avait vu clairement la restauration écologique de cet étang être menée au cours de 3 à 4 décennies grâce à ce couplage entre surveillance, monitoring et puis action à terre. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur cette question de la contamination chimique. Et juste pour terminer, dire que l'IFREMER, dans le cadre de ses travaux sur la surveillance du littoral, intervient au titre de 2 directives cadres européennes, la directive cadre sur l'eau d'un côté et la directive cadre stratégie milieu marin de l'autre. Et que c'est dans ce cadre-là que nous bénéficions des financements de l'agence de l'eau pour finalement leur fournir en retour à l'agence de l'eau un certain nombre d'informations qu'on va maintenant vous restituer. Voilà peut-être ce que je pouvais dire d'une façon très synthétique en introduction de cette conférence de presse qu'on est heureux d'accueillir dans cette Val, où j'ai toujours un très grand plaisir à revenir, même si aujourd'hui elle est plus consacrée à la qualité des eaux qu'aux engins sous-marins qu'elle héberge plus classiquement. Merci. Pour ce portrait de la collaboration qu'entretiennent l'IFREMER et l'Agence de l'eau pour surveiller la Méditerranée et améliorer les actions à terre. Nous allons maintenant découvrir les résultats du suivi que nos équipes mènent ensemble depuis 20 ans. Pour vous les présenter, je passe la parole à Marc Bouchoucha. Bonjour à tous, donc je suis Marc Bouchoucha, je suis chercheur en environnement marin au laboratoire environnement ressources Provence-Azur-Corse de l'IFREMER.
Alors, avant de vous présenter les résultats de ces 20 années de suivi de la contamination chimique en Méditerranée, je voulais vous dire que le suivi de la contamination n'est pas quelque chose de nouveau. On a commencé à la fin des années 70, au début des années 80, avec un réseau national qui s'appelait le RNO, le Réseau national d'observation, dont l'objectif était de suivre sur toutes les façades françaises la contamination chimique environnementale. Alors, en Méditerranée, ce réseau-là était basé sur des gisements pérennes de coquillages, c'est-à-dire des gisements naturels. Le problème, c'est qu'en Méditerranée, il n'y a pas énormément de points naturels de coquillages, donc on en avait à peu près une dizaine qui étaient suivis de façon continue et annuellement. Au début des années 90, avec un partenariat avec l'Agence de l'eau, on a commencé à réfléchir à étendre ce réseau-là et utiliser toujours les propriétés bioaccumulatrices des coquillages, c'est-à-dire leur capacité à filtrer l'eau et à accumuler les contaminants, pour étudier cette contamination chimique. Et on a créé le réseau qui s'appelle le réseau RINBio, réseau intégrateur biologique, qui est aujourd'hui le cœur du dispositif de la surveillance en Méditerranée. Alors ce réseau-là, il avait deux particularités et deux innovations majeures. La première, c'est qu'il a permis d'étendre énormément la stratégie spatiale de la surveillance, puisqu'on a utilisé des stations artificielles de moules. L'idée, c'est que s'il n'y avait pas de gisement naturel de coquillages, on allait apporter nos coquillages pour pouvoir les mettre en situation, les laisser accumuler les contaminants pendant un certain temps, donc là c'est une période de 3 mois, et ensuite les récupérer et les analyser. Donc on avait véritablement la main sur la stratégie de surveillance. La deuxième chose qui était aussi complètement innovante, c'est qu'on a créé les premières grilles de qualité de la contamination chimique en Méditerranée. Au-delà de simplement vérifier si les seuils étaient dépassés ou pas, des seuils réglementaires, on a pu avoir une information qui était graduée sur le niveau de contamination. Est-ce qu'on était un peu contaminé, moyennement contaminé ou très contaminé? Et ça, c'était quelque chose de complètement novateur qui aujourd'hui est développé un petit peu partout, mais qui a pris naissance en Méditerranée. Ça, c'est important de le souligner. Alors depuis, il y a d'autres dispositifs qui sont venus s'ajouter. On arrive aujourd'hui à peu près 6 dispositifs de surveillance pérennes qui sont opérés en Méditerranée et on mesure jusqu'à 65 contaminants dans différentes matrices. Donc quand on parle de matrices, c'est-à-dire des coquillages, de l'eau, du sédiment, donc ce qu'on va retrouver au fond de la mer, et puis aussi des poissons à travers le réseau Contamed. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats si on projette ça sur une carte? Alors là, vous avez une carte des principaux résultats de 20 ans de surveillance de la contamination chimique en Méditerranée. Et ça, c'est l'état actuel des choses. Alors, la première chose que je voudrais souligner quand on voit cette carte-là, c'est déjà la densité des points. Je l'ai dit précédemment, ça a été répété par M. Ollier. Vous voyez là que l'ensemble de la Méditerranée française est couverte par des points de surveillance. On a une stratégie qui est véritablement très dense. La deuxième chose que vous pouvez voir sur cette carte-là, c'est que on a essentiellement des points bleus. Contrairement à l'idée répandue qui consiste à penser ou imaginer que la Méditerranée est un milieu qui est extrêmement pollué, 90% des résultats sont inférieurs au seuil réglementaire. On est plutôt, donc, dans 90% des cas, dans un bon état chimique. Alors, ce bon état chimique, il existait pour certaines molécules il y a 20 ans, mais on a aussi eu des améliorations. Donc si on regarde les évolutions sur une vingtaine d'années, on voit là les points verts qui apparaissent sur la carte, c'est des zones où la situation s'est améliorée. Alors on vous a pris quelques exemples, parce que c'est des exemples qui parlent bien, mais par exemple, vous voyez que du côté de Narbonne, devant l'étang de Bages, on a une diminution significative du cadmium et qu'on relie très facilement à l'arrêt des activités industrielles qui produisaient du cadmium sur ce site-là. Devant Montpellier et les étangs palavasiens, on a une diminution du DDT. Le DDT, c'est un insecticide qu'on utilisait avant pour la démoustication. Cet insecticide a été interdit et sur les 20 dernières années, on voit une diminution très significative de cet insecticide dans le milieu. Et puis, vous voyez aussi devant Bastia, là en Corse, une diminution au plomb qu'on peut relier à l'interdiction du plomb dans l'essence. Donc on voit des améliorations significatives à l'échelle de la façade. Alors ça ne veut pas dire que tout va bien. Il y a encore des points de vigilance. Donc les premiers points de vigilance que nous on observe, c'est des points de vigilance qu'on voit dans le sédiment. Le sédiment, c'est ce qu'on va retrouver sur le fond de la mer. Ce sont nos archives. Ça nous montre les pollutions qui sont historiques.
Donc on voit par exemple, là au niveau de la rade de Toulon, donc la rade de Toulon c'est ce qui nous entoure, on retrouve des pollutions historiques en plomb, en mercure, en cuivre, en zinc, c'est-à-dire en métaux lourds, mais aussi en hydrocarbures, en HAP. Et ça, c'est lié en fait au passé industriel et militaire de la rade. C'est quelque chose avec lequel on doit composer. C'est un héritage qui existe aujourd'hui et qui va progressivement diminuer, mais qu'on va encore avoir pendant un certain nombre d'années, voire plus. Un autre exemple qu'on peut citer parce qu'il est très marquant, c'est le nickel dans le Cap Corse. Au niveau du Cap Corse, il y avait une mine d'amiante qui s'appelle la mine de Canary, donc un village qui s'appelle Canary dans le Cap Corse, qui s'est arrêté en 1965 et qui produisait de l'amiante. Donc le principe de la production de l'amiante, c'est qu'ils récupéraient de la roche locale qui s'appelle de la serpentine. Ils extrayaient l'amiante de cette serpentine et rejetaient à la mer ce qui restait, le concassé, qui s'appelle le stérile. Or, la roche localement est très riche en nickel et en chrome, et ce sont des millions de tonnes de chrome et de nickel qui ont été jetées comme ça à la mer pendant un certain nombre d'années, en tout cas toutes les années d'utilisation de cette mine-là. Aujourd'hui, cette zone elle est fortement contaminée en ces deux métaux lourds, et nous verrons plus tard que ça a encore des conséquences actuelles. Alors, ça c'est l'histoire, mais il y a encore des contaminations actuelles. C'est-à-dire qu'on retrouve aujourd'hui, quand on regarde dans les moules ou dans les organismes vivants, tels que les poissons, des contaminations actuelles. Alors, où est-ce qu'on les retrouve essentiellement, ces contaminations ? C'est devant les grandes agglomérations, avec la majorité de la contamination qu'on retrouve sur la zone entre Marseille et Toulon. Et là, on a des métaux, dont le mercure, qui est une problématique. C'est un métal qui est quand même fortement toxique. Et puis, des hydrocarbures, mais aussi des PCB. Donc ça, c'est essentiellement devant les grandes métropoles qu'on le retrouve. Si on va un peu plus haut dans les chaînes alimentaires, dans ce qu'on appelle nous les réseaux trophiques, c'est-à-dire si on va voir des organismes un peu plus évolués comme les poissons, vous savez que certains contaminants ont la particularité de s'amplifier le long des chaînes alimentaires. Eh bien, quand on regarde dans des poissons, on retrouve des taux un peu plus importants en mercure, en PCB, que ça soit dans le golfe du Lion ou en Corse, à l'est de Corse. Donc si je devais résumer un peu ces résultats sur les 20 dernières années, je dirais que pour 90% des points de suivi, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir, c'est vraiment le message qu'il faut rapporter à la maison, c'est que pour 90% des points de suivi, on a des taux qui sont bas, qui sont en dessous des seuils réglementaires. Donc il ne faut pas imaginer que la mer Méditerranée est une mer qui est extrêmement polluée. C'est une mer sur laquelle il reste des points de vigilance. Donc ces points de vigilance, c'est ceux que j'ai cités, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont liés à des contaminations historiques. C'est notre héritage, il faut composer avec, et on doit le suivre dans le temps. Et puis localement, notamment au niveau des grandes métropoles, on a des dépassements sur des métaux et sur des HAP. Dernière problématique qu'on retrouve aussi, c'est la contamination dans les réseaux trophiques, notamment jusqu'aux principaux consommateurs, donc les poissons, qui peut être localement importante, notamment en mercure et en PCB. Merci Marc pour ces nouvelles plutôt positives, même si l'on voit bien qu'il reste des points de vigilance et des actions à mener pour réduire certaines contaminations. J'ai maintenant le plaisir de passer la parole à Pierre Boisserie. Pouvez-vous nous expliquer comment l'agence travaille concrètement à améliorer la lutte contre les pollutions à terre ? Merci Julie, bonjour à tous et à tous. Si c'est important en fait de caractériser l'état de santé de la Méditerranée, c'est aussi primordial pour nous d'utiliser en fait ces informations-là pour agir en fait sur une meilleure identification et réduction des flux contaminants à la mer. C'est même une priorité au sein de l'agence que de pouvoir interpréter l'ensemble de ces informations-là et orienter notre capacité financière à agir où c'est important et prioritaire de le faire. L'agence a, avec bon nombre de partenaires, engagé depuis ces 20 dernières années un certain nombre d'actions significatives en matière de réduction des flux d'apport à la mer. On va peut-être voir une carte. Voilà. Donc cette carte-là vous présente en fait les actions qu'on appelle dans notre jargon les contrats de milieu, qui sont des politiques territoriales dont l'ambition est de programmer, je veux dire de manière accélérée et intensive, un certain nombre de mesures correctives liées à la réduction, notamment à la réduction des flux contaminants. La carte vous présente des démarches qui sont purement marines, comme celle du contrat de baie de la rade de Toulon ou du contrat de baie de la rade de Marseille,
des démarches qui sont aussi sur les lagunes, hein, donc ce sont les petits points en vert. Hein, donc la qualité des eaux côtières est aussi dépendante dans certains secteurs de la qualité des eaux lagunaires. Hein. Marc évoquait le cas du cadmium en Occitanie, c'est un bel exemple, quoi. Mais on agit aussi sur les vecteurs, les cours d'eau côtiers, hein, qui déversent en fait finalement leurs eaux directement en mer. Hein. Et donc c'est à travers ces politiques contractuelles sur les cours d'eau côtiers, sur les lagunes et sur le milieu marin que des programmations de travaux assez lourds en matière de réduction de flux contaminants ont été faits ces 20 dernières années, et ce qui a notamment permis d'améliorer en fait la qualité de l'eau et de ne pas l'aggraver, quoi. Alors je n'oublierai pas de citer le plan Rhône, hein, donc qui est un gros vecteur. Hein. Vous savez que l'ensemble des eaux du Rhône en fait se déversent en Méditerranée, et finalement quand on travaille à l'amélioration de la qualité des eaux dans le secteur de Lyon, on agit aussi directement ou indirectement pour améliorer la qualité des eaux de la Méditerranée, quoi. Le point aussi qu'on peut peut-être informer, parce qu'on profite du fait qu'on est une rade de Toulon pour cibler un petit peu. Donc, si on regarde en fait l'effort financier qui a été évoqué, notamment qui a été programmé ces dernières années sur le secteur de la rade de Toulon, c'est plus de 53 millions d'euros qui ont été consacrés en fait à la lutte contre la pollution chimique. C'est quand même des sommes qui sont conséquentes, quoi. Et si on zoome encore un peu plus, en fait, finalement, à travers les démarches qui sont engagées, on peut signaler en fait une opération qui s'appelle ProB, hein, qui est engagée avec la Chambre de commerce et d'industrie du Var, qui vise justement à aller chercher tout un tas de petites pollutions chez des petits industriels, des petites sociétés, pour les accompagner à la fois sur l'approche technique, mais également sur le montage de dossiers financiers, et surtout la déclinaison de mesures opérationnelles. Et de mémoire, hein, sur les dernières années, c'est plus de 1000 dossiers qui ont été portés dans ce secteur-là pour un peu plus d'une dizaine de millions d'euros. Donc un effort particulier qui est fait pour effectivement aller traquer l'ensemble des petits apports pour pouvoir consolider en fait ce bon diagnostic que nous avons sur l'état des eaux côtières en Méditerranée. Pour autant, et Marc l'a aussi dit, hein, si les choses se sont améliorées dans les dernières années, on sait bien qu'en matière de pollution chimique, c'est jamais totalement fini, quoi. On est confronté maintenant de plus en plus à de nouvelles molécules. Hein. Je pense que notre camarade Daniel Lafitte en parlera aussi également, quoi. Et on doit maintenant améliorer notre connaissance du milieu et aussi nos outils de surveillance pour appréhender 2-3 autres éléments importants en matière de contamination chimique. Hein. On s'est beaucoup concentré sur la notion d'état, hein, le niveau en fait de contaminants que l'on pouvait avoir dans les eaux marines. Maintenant, on essaye d'appréhender la toxicité de ces éléments-là, quoi, et on essaye aussi de mieux comprendre finalement comment ces polluants s'accumulent, notamment dans la chaîne trophique. Et ces nouvelles informations-là et ces nouvelles données que l'on aura sur des molécules nouvelles nous permettront de poursuivre en fait notre effort d'identification des secteurs où c'est prioritaire, de mobiliser les forces vives et les moyens financiers pour continuer finalement à garantir en fait à cette Méditerranée-là une eau de bonne ou de très bonne qualité. Merci Monsieur Boissery pour cette mise en lumière de toutes les actions que l'agence mène sur le terrain. Quittons la terre ferme et partons maintenant en mer avec Marc Bouchoucha, qui revient tout juste de la campagne Sushimed et qui va nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé et s'il y a des premiers résultats qui peuvent être présentés. Alors, merci Julie de me redonner la parole. Alors, pour mettre en œuvre les programmes de surveillance, en fait, on utilise des campagnes océanographiques. C'est des campagnes qui sont assez lourdes et qu'on réalise tous les 3 ans. Alors la campagne, elle s'appelle Sushimed, ça veut dire surveillance chimie en Méditerranée. L'objectif de cette campagne, il est triple. C'est d'abord de suivre l'évolution de la pollution historique, ensuite de répondre à des objectifs réglementaires, ça a été dit au départ, on fournit des informations pour alimenter des directives nationales et européennes, et ensuite c'est préfigurer la surveillance de demain, c'est-à-dire développer des nouveaux outils pour répondre aux problématiques nouvelles de la surveillance de la contamination chimique. Alors ces campagnes-là, en tout cas la dernière campagne, elle se passe en 2 parties. Une partie qui est plutôt au printemps, qui a duré cette fois-ci 25 jours, et une partie qu'on vient de terminer, donc sur la période plus estivale, qui a duré également 25 jours. Donc le principe, il est sur la première partie de réaliser de la pose de stations artificielles de moules, et sur la deuxième partie de les récupérer. Mais on ne va pas faire que ça,
c'est qu'on va aussi profiter de ces plateformes navigantes, puisqu'on va travailler sur l'ensemble de la Méditerranée, c'est-à-dire de la façade de la frontière italienne à la frontière espagnole et sur l'ensemble de la Corse, donc ce qui représente quand même 1800 km de côte. On va profiter de ce navire océanographique pour pouvoir réaliser l'ensemble des prélèvements dont on a besoin, c'est-à-dire travailler à la fois sur le sédiment, mais aussi faire des prélèvements de plancton. On a aussi travaillé sur le prélèvement de microplastiques et de biofilms. En tout, ce sont 8 équipes partenaires, en plus de celle de l'Ifremer, ce qui porte en fait à 13 équipes au total, qui se sont investies dans la dernière campagne océanographique. Alors ces campagnes-là, elles nécessitent l'utilisation de gros bateaux. C'est les bateaux de la flotte océanographique française, et on doit souligner le fait que c'est grâce à ces moyens-là qu'on peut opérer cette surveillance. On a utilisé 2 bateaux différents. Le premier, c'est un bateau qui s'appelle l'Europe, qui est un catamaran de 30 mètres, et ensuite, pour la récupération du matériel, un autre bateau qui s'appelle le Tétis 2, que vous allez pouvoir voir à quai pour ceux qui sont présents, qui fait 25 mètres. Sur chacun de ces bateaux, on a, alors à la pause, on avait 7 personnels scientifiques, et à la relève, on avait 6 scientifiques de différentes équipes qui étaient présentes, et on embarque de l'ordre de 10 tonnes de matériel. Enfin, il faut se rendre compte que les moyens mis en œuvre pour ces campagnes-là, c'est des moyens qui sont véritablement lourds. La récupération de tout le matériel se fait aussi en plongée, donc on a tous des moyens de plongée qui sont mis en œuvre, et on a réalisé par exemple 250 plongées en 25 jours pour la récupération de l'ensemble du matériel sur ces derniers temps. Il y a 3 objectifs, donc je l'ai dit au départ, 3 objectifs principaux sur ces campagnes-là, donc le suivi de l'évolution, la réponse à des objectifs réglementaires et l'adaptation aux problématiques de demain. Quels sont ces objectifs d'adaptation problématique? En fait, il y en avait également 3. Le premier, c'était d'essayer de comprendre quelles étaient les nouvelles molécules qu'on pouvait retrouver dans le milieu marin. Il faut savoir que tous les jours, l'industrie crée des nouvelles molécules qu'on va retrouver par le biais des réseaux d'épuration et puis des fois simplement par ruissellement dans le milieu marin. Et notre objectif, ça va être d'apprendre à les traquer, savoir comment le faire, dans quelle matrice les chercher, quelle concentration trouver, quelles sont les méthodes qu'il faut pour pouvoir trouver ces molécules-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est finalement quels sont les effets de ces molécules sur les organismes. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas très bien. On sait aujourd'hui mesurer des concentrations, mais par contre, voir quels sont les effets sur les organismes et quel est l'effet des cocktails de molécules sur les organismes, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Le mettre en œuvre dans le cadre de programmes de surveillance n'existe pas encore à grande échelle aujourd'hui. Donc ça, c'était le deuxième objectif de cette campagne, c'était de commencer à développer, préfigurer la surveillance des effets des contaminations chimiques. Et le troisième objectif, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était que vous avez vu, quand on regarde finalement en haut de la chaîne alimentaire, au niveau des poissons, on retrouve des niveaux de contamination qui sont importants et qui ne sont pas forcément en relation avec l'ensemble des points bleus qu'on a pu voir sur la première carte. Et ça, c'est lié à des processus de bioamplification, de transfert de bioamplification des contaminants dans les réseaux trophiques. Et bien, le dernier objectif de cette campagne-là, le dernier objectif de recherche de cette campagne, c'était de comprendre, de travailler et de comprendre sur l'amplification des contaminants dans les réseaux trophiques. Donc, 3 objectifs de recherche, les molécules émergentes, l'effet sur les écosystèmes marins, et l'amplification dans les réseaux trophiques. Et je pense qu'aujourd'hui, vous allez avoir des présentations à la fois sur les molécules émergentes et sur l'amplification dans les réseaux trophiques. Alors, là, je vous ai présenté le principe global de la surveillance, mais on est déjà 2 jours après l'arrivée du deuxième leg de la campagne et on a déjà les premiers résultats et je voulais vous en parler très rapidement. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait la mine d'amiante de Canary qui existait, notamment avec un rejet de nickel très important. On a fait des prélèvements de sédiments et on a regardé quelle était la toxicité de ces sédiments pour les organismes marins. Donc pour ça, on met en contact en fait des larves d'huîtres avec du sédiment et on regarde comment elles se développent. Et bien, sur cette zone-là, on avait 98% de malformation des larves d'huîtres quand on les met en contact avec le sédiment. C'est-à-dire qu'on est sur un sédiment qui est très toxique. Alors, on l'a dit, c'est pour des raisons historiques, mais le sédiment est tellement toxique que la vie ne peut plus se développer à cet endroit-là.
Et ça, c'est un des premiers résultats qu'on observe sur cette campagne-là. Et c'est un résultat qui est un peu contre-intuitif, parce que quand vous arrivez sur cette zone du Cap Corse, pour ceux qui connaissent, on est sur une zone qui est extrêmement naturelle, qui a l'air très préservée. Et pour autant, du fait de cette exploitation minière qui est arrêtée depuis 1965, on est sur une zone qu'on dit, nous, azoïque, c'est-à-dire que la vie ne peut plus se développer sur le fond. Merci Marc pour toutes ces explications qui montrent bien que la surveillance est très importante et livre vraiment des résultats concrets. Je me tourne maintenant vers Daniel Lafitte. Qu'allez-vous faire des données récoltées pendant Sushimed, justement, pour améliorer la surveillance de demain? Merci beaucoup Julie, merci à tous les intervenants précédents. Donc je suis le responsable de la plateforme de spectrométrie de masse de la faculté de pharmacie d'Aix-Marseille Université. Alors à la base, je fais de la protéomique et de la cancérologie. Vous voyez que c'est assez éloigné de l'étude du milieu marin, mais ça montre aussi que nous pouvons tisser des liens nouveaux et c'est extrêmement important d'aller dans ces directions. Alors nous collaborons avec l'Agence de l'eau et l'Ifremer depuis un certain nombre d'années, je crois que ça fait à peu près 7 ans. Nous remercions Monsieur le Président et Monsieur le Directeur Général pour leur confiance, avec aussi un clin d'œil particulier à Pierre Boisserie, Marc Bouchoucha et Bruno Andral. Donc nous vous remercions tous pour nous permettre de faire ces études. Alors, spectrométrie de masse, ça ne veut pas trop dire grand-chose aux personnes qui sont parmi nous, certainement. Donc on va commencer par un peu de pédagogie. Qu'est-ce qu'un spectromètre de masse? Le spectromètre de masse, en fait, c'est rien d'autre qu'une grande balance. Une balance sophistiquée et très chère, parce qu'un spectrum de masse, ça coûte quand même entre 500 000 € et 1 million d'euros. Ça nous donne la masse des molécules étudiées et permet par la suite leur identification. Donc le but de nos études, c'est la caractérisation des contaminants émergents dans le milieu marin par spectrométrie de masse. Comme vous le savez, le milieu marin est le réceptacle final des contaminants organiques et minéraux produits par l'activité humaine. Véhiculés par les fleuves vers les embouchures ou concentrés dans les stations d'épuration, incapables d'effectuer une dégradation totale de ces biocides, ces derniers se retrouvent principalement dans les zones côtières. Donc Marc a bien explicité l'importance des zones côtières. Donc, notre activité porte principalement sur les moules, car leur pouvoir filtrant qui concentre les polluants en font d'excellentes sentinelles du milieu marin. L'utilisation très importante des médicaments porte à croire que de très nombreuses molécules sont véhiculées vers les mers par l'intermédiaire des réseaux d'assainissement. Les composés présents dans les traitements anticancéreux font partie des molécules qui doivent être recherchées en priorité. Une étude a été menée, donc la première étude au sein de notre laboratoire, et a eu pour but de doser les molécules anticancéreuses dans les échantillons d'eau provenant d'effluents hospitaliers. Parmi les plus utilisés à l'hôpital, celui que nous avons détecté en concentration notable est le cyclophosphamide. Alors, une seconde étude, et c'est là la plus importante des études, a consisté en l'application de l'imagerie MALDI sur les moules. Alors, l'imagerie MALDI, c'est une technique récente, très peu présente en Europe. Donc on est une dizaine de laboratoires à faire de l'imagerie MALDI et nous sommes les seuls à faire de l'imagerie MALDI sur les organismes marins. L'imagerie par spectrométrie de masse MALDI est une technique qui permet la localisation des molécules sur coupe de tissu. C'est très important parce que nous avons pu l'utiliser sur des coupes de moules et voir la localisation donc, dans les différents organes de l'animal. L'imagerie par spectrométrie de masse a révélé la présence en concentration notable de la cyclophosphamide en forme non métabolisée mais aussi métabolisée dans l'hépatopancréas de l'animal et en forme non métabolisée dans les branchies. Alors, qu'est-ce que c'est le cyclophosphamide? Le cyclophosphamide, c'est un anticancéreux utilisé dans le cancer de l'ovaire et du poumon qui présente de très gros effets secondaires hématologiques, gastro-intestinaux et pulmonaires. À la suite de ces études, il a donc été envisagé une étude à grande échelle en lien avec le programme REMBio et le programme Sushimed.
Il sera donc étudié par imagerie MALDI des moules provenant des diverses stations présentées par Marc. Bon, on ne fera pas toutes les stations, mais on en fait, je crois qu'on a une trentaine de points. Je crois que c'est ça, Marc, une trentaine de points. Il sera recherché non seulement les anticancéreux, mais aussi des polluants plus classiques de type hydrocarbures, herbicides, PCB, insecticides. Le problème, c'est que ces molécules ne sont pas toutes compatibles avec les spectrométries de masse MALDI. Nous avons donc commencé par déterminer le type de spectrométrie de masse adapté à l'étude des divers composés. Outre les anticancéreux, le MALDI s'est avéré compatible avec l'étude des HAP. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, sont des constituants naturels du charbon et du pétrole ou qui proviennent de la combustion incomplète de matières organiques, telles que les carburants, le bois et le tabac. Tout en étant toxiques pour la vie marine, les HAP durent des années dans les sédiments et l'environnement marin. Nous pouvons donc envisager la localisation par imagerie MALDI de ces molécules dans les moules et de déterminer leur impact sur le bivalve. Deux autres spectrométries de masse seront utilisées pour les autres molécules. Il s'agit de la spectrométrie de masse couplée à la chromatographie gazeuse, ainsi que la spectrométrie de masse par ionisation chimique. Ces deux techniques permettront le dosage des polluants non polaires présents dans les moules, par exemple les PCB ou les insecticides. En conclusion, nous pouvons affirmer que ces importantes études nous aideront à comprendre la bioaccumulation des molécules anticancéreuses et des molécules émergentes dans les organismes marins et comment elles impactent la biodiversité. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut donc fortement réduire leur présence dans le milieu marin. Ça peut se faire, ça peut être envisagé par une modification des filtres de stations d'épuration. Et enfin, pour terminer, concernant les HAP, Marc en parlerait mieux que moi, mais moi j'ai porté une attention particulière sur les moteurs de bateau, donc il faudrait que les moteurs de bateau soient un peu plus efficaces. Voilà, je vous remercie. Merci Monsieur Lafitte pour votre éclairage sur ces nouveaux contaminants qui nous interrogent aussi sur la manière pour limiter leur rejet dans l'environnement. Une autre question est aujourd'hui au cœur des discussions pour améliorer la surveillance de demain. Comment les contaminants passent-ils de l'eau au plancton, aux poissons? Pour nous l'expliquer, je passe la parole à Daniela Banaru. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Je suis heureuse d'être aujourd'hui parmi vous. Je suis enseignant-chercheur en biologie et écologie marine au sein de l'Institut méditerranéen d'océanologie à Aix-Marseille Université. Et mon expertise porte sur l'étude des organismes marins, de leur biologie, de leur écologie, de leur interaction et de fonctionnement de ce qu'on appelle les réseaux alimentaires, donc, qui partent de la base de ceux qui produisent la matière organique, des plantes marines si vous voulez, même si parfois ces plantes peuvent être sous la forme de toutes petites cellules. Et puis, ce transfert de matière organique qui se fait graduellement jusqu'aux prédateurs de haut niveau trophique et jusqu'aux ressources qu'on peut consommer, les crustacés, les coquillages, les poissons, etc. Donc, en fait, on essaye d'apporter nos connaissances et notre expertise sur le fonctionnement de ces écosystèmes, sur le mode de vie de ces organismes, pour comprendre comment les contaminants sont transférés entre l'eau, les sédiments, et les organismes marins, parce qu'il n'y a pas forcément un lien direct entre l'eau, le sédiment et les organismes. Ces interactions sont très complexes. Et on a vu avec des travaux de modélisation, d'ailleurs, qui ont été faits à l'IFREMER en collaboration entre nos instituts, on a vu qu'effectivement, pour les réseaux trophiques en Méditerranée, la base de ces réseaux trophiques est constituée par le plancton. Et en fait, le plancton est constitué d'une complexité d'organismes, de tailles différentes, d'espèces différentes. Et c'est important de comprendre comment ces interactions se font, comment les contaminants passent de l'eau vers les premières cellules les plus petites. En fait, c'est là où se passe ce qu'on appelle la bioconcentration, le passage le plus important en différence de concentration entre l'eau et les cellules. Donc ce facteur, par exemple, si vous regardez pour le mercure, les dernières campagnes qui ont été organisées, donc les campagnes hippocampe et les campagnes contampampe, ont mis en évidence une concentration pour le mercure qui va jusqu'à 4 millions de fois plus de mercure dans les premières cellules, les plus petites, par rapport à l'eau. Donc là, on va avoir un passage très important.
Et ensuite, selon la taille de ces cellules, la contamination ne se fait pas de la même manière. Donc, les plus petites cellules vont accumuler davantage que les plus grosses. C'est les derniers résultats qu'on a eus qui ne sont pas encore publiés, mais qui ne tarderont pas. Et selon l'alimentation des organismes qui vont les consommer, donc s'ils mangent des cellules plus petites ou plus grosses, et à leur tour, donc c'est des organismes planctoniques qui vont être mangés par les poissons, vont transférer d'une façon différente ces contaminants jusqu'aux poissons, jusqu'aux organismes de niveau trophique plus élevé. Donc à la fin, ce qui est important, c'est de regarder à la fois le milieu de vie de ces organismes, s'ils vivent sous la colonne d'eau, s'ils vivent sous le fond, les habitats dans lesquels ils vivent, leur mode de croissance, s'ils grandissent plus ou moins vite, quel âge ils ont, parce que selon l'âge, les poissons, quand ils sont petits, ne mangent pas la même chose que quand ils sont grands. Quelle taille ils ont, parce que souvent la taille est liée à l'âge, qu'est-ce qu'ils ont mangé, comment ils ont vécu, comment ils ont interagi, parce qu'à la fin, c'est ça qui va nous expliquer pourquoi certains organismes sont plus contaminés que d'autres. Donc, toutes ces connaissances qu'on essaie d'apporter sur le fonctionnement des écosystèmes, nous, en étant biologistes, on travaille beaucoup en collaboration avec les collègues chimistes, mais aussi avec des physiciens qui nous expliquent la circulation des eaux et comment les sources des apports, etc. Et les collègues modélisateurs pour essayer justement de comprendre cette complexité de transfert des contaminants jusqu'aux ressources exploitées et jusqu'aux ressources qui sont observées par la surveillance. Donc à la fin, nos résultats de recherche, on essaie de les mettre à disposition de la communauté de l'Ifremer qui s'occupe de la surveillance et aussi de l'agence de l'eau, des gestionnaires, pour pouvoir prendre en compte à l'avenir donc ces résultats nouveaux de la recherche pour améliorer la surveillance. Voilà, je vous remercie. Regardez. Merci Madame Banaru pour ces éclairages. Le temps de présentation touche à sa fin. N'hésitez pas d'ores et déjà à nous envoyer vos questions ou à interagir dans les commentaires du direct. Je laisse le mot de la fin à Monsieur Laurent Roy et Monsieur François Ollier pour conclure. Oui, tout d'abord, tous mes remerciements pour ces présentations qui donnent un aperçu. Il y a une quantité considérable de connaissances accumulées derrière ces présentations qui nous sera très utile. Comme vous l'avez vu, la première conclusion qu'on peut en tirer, c'est que quand même ça progresse, et ce n'est pas forcément le sentiment général qu'on entend sur la Méditerranée, avec 90% des points en bon état. Donc ça progresse et les efforts collectifs pour réduire les pollutions portent des fruits. Il y a des résultats à l'action commune. Ça progresse, mais il y a de nouveaux défis. Et ces nouveaux défis concernent beaucoup les substances chimiques, avec une attention accrue portée à des polluants qu'on n'examinait pas forcément avec la même attention les années précédentes, notamment les substances médicamenteuses, parce que ces substances ne sont pas en général traitées par les systèmes d'épuration classiques. Donc ça veut dire qu'ils continuent à rejoindre les milieux par rapport aux dispositifs d'épuration habituels qui ont été mis en place. Donc il y a de nouveaux défis à relever, des nouveaux défis pour la surveillance, comme des nouveaux défis pour l'action derrière, pour réduire les sources de pollution. Pour la surveillance, deux idées clés sur lesquelles je souhaitais insister pour conclure. Les besoins de surveillance sont considérables et les budgets ne sont pas extensibles. Donc il est important de concevoir cette surveillance future en l'adaptant aux nouveaux défis pour qu'elle soit la plus pertinente possible par rapport aux nouveaux défis. Mais donc ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des choses qui sont moins importantes. Et surtout en recherchant la meilleure complémentarité possible entre l'ensemble des dispositifs. Comme l'a dit François Houillet tout à l'heure, on travaille dans le cadre de deux directives européennes, la directive 4 sur l'eau, la directive 4 stratégie milieu marin, qui ont toutes leurs spécificités par rapport aux règles européennes. Il est important de bien mettre en complémentarité le plus possible les dispositifs de suivi entre ces deux directives pour éviter de faire des choses redondantes, voire parfois contradictoires. Donc c'est aussi ça qui permettra de guider l'action publique de la manière la plus efficace possible. Et puis il est important aussi, mais nous y œuvrons tous, de bien faire valoir dans les dispositifs nationaux et européens les spécificités du milieu méditerranéen pour que ces dispositifs de surveillance soient adaptés aux particularités d'une mer Méditerranée qui n'est quand même pas tout à fait comme les autres du fait de ces habitats qui sont spécifiques, des populations de poissons qui ne sont pas forcément les mêmes qu'ailleurs, et puis surtout de sa vulnérabilité à toute une série de pressions que qui la caractérise avec cette mer fermée bordée par des populations importantes. Donc voilà, des défis à relever, mais la collaboration et l'étroitesse de la collaboration
avec, entre l'agence Ifremer et l'ensemble des organismes scientifiques, nous rend optimistes sur notre capacité collective à relever ces nouveaux défis. Juste quelques mots, parce que je crois que Laurent Roy a très bien résumé le sens de cette conférence de presse. D'abord, un mot de remerciement à celles et ceux à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse et puis à l'Ifremer qui l'ont organisé, et puis aux intervenants, y compris nos collègues d'Aix-Marseille Université. Donc je crois que c'est important de remercier pour cette organisation. Le deuxième point qui me paraît important, qui a été bien dit par Laurent Roy, c'est il reste des points de vigilance, mais il y a une trajectoire d'amélioration. Et cette trajectoire d'amélioration, elle est double. Il y a la trajectoire d'amélioration objective de la qualité des eaux, même s'il y a des points de vigilance. Puis il y a la trajectoire d'amélioration de nos méthodes, de nos outils, de nos connaissances, et une sorte de dialectique, d'interaction perpétuelle entre ce qui se passe à terre, les actions. Tout à l'heure, à la fin de l'exposé de Daniel Lafitte, il indiquait qu'on ferait des progrès dans les filtres des stations. Et bien, voilà, l'essentiel, c'est de pouvoir faire ces progrès-là. Et ces progrès-là, de les nourrir par des connaissances et de vérifier ensuite continuellement qu'effectivement, ça se traduit par une amélioration de la qualité des eaux. D'une certaine manière, c'est plutôt une boucle de la connaissance à l'action qu'on essaie de mettre en œuvre qu'une chaîne de la connaissance, en l'occurrence. On voit bien qu'il y a une sorte de système où la connaissance acquise permet d'améliorer les méthodes de surveillance. Les méthodes de surveillance permettent de susciter des actions. Elles permettent aussi de vérifier que ces actions ont un impact. Et puis, quand de nouvelles molécules émergent, eh bien, nous sommes amenés à faire évoluer à nouveau et les méthodes de surveillance et à regarder la connaissance. Donc, c'est ce schéma-là qu'on a voulu aussi pouvoir vous présenter au-delà de l'amélioration progressive de la situation en Méditerranée. Et puis indiquer aussi, et je crois que ça a été très bien dit par Laurent Roy, l'importance d'avoir une bonne complémentarité des différents établissements, des différents acteurs. C'est pour ça que, bien que le partenariat soit historique entre l'Agence de l'eau et puis l'Ifremer, on a pensé que c'était pertinent que nos collègues universitaires puissent être aussi présents, puisque dans ce schéma-là, il faut pouvoir mobiliser des forces qui sont complémentaires. Et je ne saurais mieux dire que Laurent Roy l'importance d'assurer la bonne complémentarité et la pleine cohérence des deux directives cadres sur l'eau et la stratégie milieu marin, parce que je pense que ça, c'est un point essentiel si on veut à la fois pouvoir être économe de nos moyens et le plus efficace possible. Et je crois qu'il y a un véritable enjeu d'efficacité pour le futur. Voilà, bon, je crois qu'on est maintenant prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup pour vos interventions qui nous ont aidés à comprendre comment la surveillance de la Méditerranée s'opère, pourquoi elle est indispensable et comment elle peut être encore améliorée dans le futur. Je vous propose de passer maintenant aux questions. Donc, les questions des journalistes présents ici à la Seine-sur-Mer, les questions des journalistes qui sont en direct sur le live et les questions aussi des internautes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Oui, j'avais une question concernant la pollution des sédiments. Donc vous parlez d'un temps de dépollution qui était beaucoup plus long que dans l'eau, par exemple. Est-ce que vous avez une idée à peu près du temps pour que ce sédiment devienne sain ? Alors, malheureusement, non. On n'a pas de réponse à cette question-là parce que ça dépend complètement du milieu dans lequel on se trouve. Il faut voir que les sédiments, une fois qu'ils ont piégé des contaminants, vont les relarguer progressivement dans le milieu. Mais ces sédiments vont aussi avoir une dynamique propre, c'est-à-dire qu'ils vont être recouverts par d'autres sédiments qui, eux, ne seront pas pollués s'il n'y a pas d'apport. Et pour partie, ils vont aussi glisser vers le fond quand on est sur des sédiments qui sont sur une pente, ils glissent aussi vers les canyons et in fine vers la plaine abyssale. Donc on ne peut pas répondre comme ça de manière très précise à combien de temps il faudra pour qu'une zone se décontamine. D'autres questions dans la salle? On a une question de Fanny Bouchot d'Actu Environnement pour Madame Banaru. Sait-on pourquoi les petites cellules accumulent plus de contaminants? Alors, l'hypothèse qu'on a, c'est qu'en fait, dans ce qu'on appelle ces petites particules,
on va avoir aussi un mélange de particules vivantes et pas vivantes. Donc tout l'enjeu qu'on a pour les projets actuels, c'est essayer justement de regarder quelle est la part de la contamination associée aux vivants et aux particules détritiques, ce qu'on appelle non vivantes. Et ensuite, un des éléments qui apparaît important, c'est le rapport surface-volume. Quand on a affaire à un milieu dans lequel on a de nombreuses cellules toutes petites, la surface cellulaire de ces cellules va être beaucoup plus importante que si on a des cellules beaucoup plus grosses, mais avec moins de surface. Donc cette accroche, si vous voulez, cette première pénétration parfois, ou bien attachement des contaminants, ce qu'on appelle sorption des contaminants autour des parois des cellules, est dépendant de la surface. Donc du coup, on a mesuré effectivement, avant on ne pouvait pas mesurer ces petites particules parce qu'on n'avait pas forcément les moyens pour collecter des si grandes quantités d'eau pour pouvoir mesurer les contaminants, parce qu'il faut une certaine quantité. Donc lors de la campagne Hippocampe, on a mis en place des mesures exceptionnelles. Donc je crois que sur l'ensemble de la campagne, on a filtré 15 millions de litres d'eau. Donc pour pouvoir avoir la possibilité justement de mesurer tous ces contaminants et regarder quelle est la part des contaminants qui est associée à ces petites cellules. Et donc on regarde également les espèces, et puis ensuite avec des traceurs isotopiques, on regarde quelle est la consommation de ces différentes catégories des cellules, plus petites ou plus grandes, par le zooplancton, donc comment c'est transféré. Mais c'est tout récent parce qu'auparavant, on n'avait pas l'occasion, on n'avait pas les moyens de mesurer cette quantité des polluants dans des cellules aussi petites. Donc c'est toute l'originalité parce que la Méditerranée est une mer oligotrophe, pauvre en nutriments et avec beaucoup de petites cellules. Donc on imagine que peut-être parfois des niveaux de contamination plus élevés que dans d'autres régions peuvent être associés à cette particularité de la Méditerranée, de l'oligotrophie, et pas forcément un manque, quel que soit, de gestion des eaux. Parce que les eaux méditerranéennes sont propres et la qualité des eaux, vous voyez, elle est très très bonne. Donc toutes les mesures qui sont prises en place sont bonnes pour diminuer la contamination. La contamination qu'on observe et cette forte bioaccumulation et bioamplification est liée aussi à ces spécificités de mers pauvres avec des petites cellules qui accumulent davantage de contaminants. D'accord, merci pour ces explications. Je crois qu'il y a une question. Bonjour. Vous expliquez donc que pour 90% des points de suivi, les concentrations en contaminants étaient inférieures au seuil réglementaire. Quelle était la situation il y a 20 ans? Est-ce qu'on était au même niveau ou ça s'est nettement amélioré? Alors, il y a 20 ans, le nombre de points de suivi était moins important. Comme je vous l'ai dit, on a commencé à la fin des années 80, à la fin des années 70, au début des années 80, avec une dizaine de points de suivi. Ces points de suivi étaient positionnés essentiellement sur des secteurs à enjeu, des secteurs à problème. Donc on va retrouver à ce moment-là essentiellement des situations qui sont dégradées. Aujourd'hui, la stratégie, elle a complètement changé. On est sur une couverture de l'ensemble de la façade méditerranéenne, et ça a commencé simplement dans les années 90. Ce qu'on a pu voir sur ce rapport-là, c'est qu'on avait essentiellement des améliorations de la situation. Donc c'est les points verts qu'on a pu vous présenter dans la carte. Alors il reste quelques points qui n'évoluent pas. Alors une non-évolution, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Quand on est à un niveau bas et qu'il n'y a pas d'évolution et qu'il n'y a pas d'amélioration, c'est plutôt quelque chose de bien. C'est qu'on est toujours, on reste bas. On a quelques points de dégradation qui ont été identifiés. Il y en a quelques-uns sur la façade et pour lesquels on cherche les causes. Mais l'essentiel des points, c'est plutôt une amélioration. Merci. Pierre Boisseret, un complément? Pour compléter, aujourd'hui sur l'espace littoral, on a plus de 280 systèmes d'assainissement. Il y a plus de 280 endroits où on a des réseaux d'assainissement, des stations d'épuration, des points de rejet. Il y a 20-30 ans en arrière, j'ai fait une comptabilité, on avait peut-être 45 ou 50. Aujourd'hui, on a moins de 10 rejets industriels en mer. Il y a 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière, on avait beaucoup plus de rejets industriels en mer. Donc effectivement, si on a du mal en fait, à démontrer forcément la qualité, on sait que de toute façon, du fait d'avoir réduit en fait, les flux d'apport à la mer, on peut a priori sans trop se tromper dire que la situation il y a 20 ans ou 30 ans en arrière était un peu moins bonne que celle qu'on trouve aujourd'hui. Comme on travaille à l'échelle des bassins versants, donc on travaille sur le fleuve Rhône également. Sur le fleuve Rhône, on a des indicateurs de bon état, comme sur la mer, on les suit partout.
Ce qu'on constate maintenant, c'est qu'il n'y a plus aucun secteur du fleuve Rhône qui est en état médiocre ou mauvais, alors qu'il y a encore 10 ans, des pans entiers du fleuve Rhône étaient en mauvais état. Là, on est au pire en état moyen. En état moyen, ça veut dire aussi qu'il y a encore des progrès à faire, hein, on est bien d'accord. Mais ça veut dire que globalement, la qualité de l'eau du Rhône, qui est quand même la principale source d'apport de polluants sur la Méditerranée, sur le littoral méditerranéen français, c'est globalement aussi considérablement amélioré. D'autres questions? J'ai une question d'un internaute. L'implantation de récifs artificiels sur les zones portuaires pourrait-elle s'inclure dans le troisième axe qu'est la restauration? Donc, je pense que c'est... Effectivement, on utilise en fait des habitats artificiels dans les zones portuaires, mais pour des fonctions très particulières qui sont en fait la restauration de la fonction nurserie. Hein. Donc avant la construction du port, on avait des petits fonds naturels qui avaient notamment pour objet de permettre aux tout petits poissons qui venaient du large et qui approchaient la côte en fait, de pouvoir s'abriter, se nourrir et grandir. La construction des ports en fait, a détruit ces secteurs-là, quoi. Et aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir restaurer cette fonction nurserie avec des aménagements qu'on peut appeler effectivement récifs artificiels, qui sont particuliers, qui permettent justement aux petits poissons qui fait 2-3 cm de passer 6 à 8 mois tranquille et de pouvoir ressortir en étant beaucoup plus fort et beaucoup plus costaud et moins sous la pression des prédateurs. D'accord, merci. Une question de Julie Pacorel pour l'AFP. Avez-vous des chiffres sur les médicaments retrouvés dans les organismes? Sont-ils dangereux pour les espèces? C'est une excellente question. Donc, on va dire déjà que ce n'est pas dangereux pour l'homme. Hein. Ce n'est pas parce qu'on va manger 1 kilo de moules qu'on va être malade. Donc, on pense que c'est dangereux pour les espèces parce qu'on a vu, notamment pour le cas du cyclophosphamide, une modification de la taille de l'hépatopancréas. Donc, ça peut être dangereux pour les moules et possiblement pour les poissons. Donc, il faut savoir que les taux qui sont retrouvés, qui sont entre 10-6 mol et 10-9, sont des taux quand même significatifs et qui peuvent avoir des effets, oui, sur la faune marine. Merci. Peut-être ajouter un point. Donc, en parallèle des analyses que va réaliser Daniel sur ces molécules émergentes, nous allons regarder l'état de stress ou l'état de santé global de ces coquillages-là. Donc, nous avons réalisé des prélèvements qui vont être analysés par l'Université du Pays Basque à Bilbao, donc qui est un des 8 partenaires extérieurs de cette campagne-là, qui va nous donner une information sur l'état de santé général de la moule. Donc on va pouvoir voir s'il y a une corrélation entre la présence de molécules médicamenteuses et l'état de santé général de l'organisme. Et ça fait partie du point que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'impact des contaminants sur le fonctionnement des écosystèmes. Je voulais juste rajouter un point, puisqu'on parle médicaments au sens large. Nous, on s'est intéressé aux anticancéreux, mais il est évident que dans l'eau et dans les organismes marins, vous détectez principalement l'aspirine, le paracétamol, les contraceptifs. Voilà, donc il y a d'autres médicaments bien plus abondants que les anticancéreux qui sont détectés dans les organismes marins. Merci. Une question d'un internaute. Les zones portuaires sont-elles des zones à restaurer par rapport à une zone protégée comme le parc des Calanques ? En fait, il faut faire, comme je disais dans le propos introductif, il faut à la fois protéger les espaces naturels remarquables et les habitats remarquables et restaurer les habitats qui ont pu être très dégradés. Dans les Calanques, typiquement, mais il y en a évidemment ailleurs sur la façade, on a des habitats remarquables, notamment les herbiers de Posidonie. Et donc, il y a un enjeu majeur, mais il y a du coralligène aussi, il y a plein de choses intéressantes dans les Calanques. Et donc, il y a un enjeu majeur à protéger ces habitats remarquables. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de la campagne de limitation des mouillages dans le parc des Calanques qui a été décidée il y a quelques semaines par le préfet maritime et par la direction du parc. Donc là, on protège ce qui est remarquable contre les dégradations. Et par ailleurs, on va restaurer.
Alors on restaure aussi dans le parc des Calanques d'ailleurs, puisqu'il y a une opération qui s'appelle Rexcore, qui vise à recréer des habitats dans la cuvette de Corsiou. Pourquoi la cuvette de Corsiou? Parce que la cuvette de Corsiou, c'est là où se produisent les rejets de la station d'épuration de Marseille. Donc la station d'épuration de Marseille épure maintenant les eaux bien mieux que ne le faisaient les anciens systèmes. Donc la qualité de l'eau s'est améliorée, mais il faut aider le milieu à se régénérer pour regagner de la qualité écologique, et c'est ce qu'on fait en partenariat avec le parc sur cette cuvette. Donc il y a bien les deux à la fois. Merci. Alors, j'avais une question pour Monsieur Houillet. Comment l'Ifremer décide de sa stratégie de surveillance? Est-ce qu'elle le fait sur tout le littoral français avec les agences de l'eau? Alors effectivement, nous avons des partenariats avec l'ensemble des agences de l'eau, sauf celles qui s'occupent du Rhin, parce qu'évidemment, son débouché n'est pas tout à fait dans les eaux françaises. Mais donc, on a des partenariats avec Rhône-Méditerranée-Corse aujourd'hui, avec Adour-Garonne, avec Loire-Bretagne, et puis avec Seine-Normandie, ainsi qu'avec l'agence de l'eau au nord, Artois-Picardie. Donc oui, on travaille avec l'ensemble de ces agences. On le fait, comme je l'évoque, dans le cadre des directives cadres, les deux que j'ai mentionnées et qu'a rappelé tout à l'heure Laurent Roy, c'est-à-dire la directive cadre sur l'eau qui assure en gros le continuum terre-mer, pour faire court, de façon assez simpliste, et puis la directive cadre stratégie milieu marin qui, elle, est dédiée au milieu marin. On a d'ailleurs, et je l'ai évoqué, Laurent Roy l'a évoqué, un sujet de convergence de ces deux directives cadres qui mesurent à certains endroits des choses voisines dans des milieux qui sont identiques, et donc assurer la meilleure cohérence de ces deux directives cadres. Alors on le fait avec les agences de l'eau. On fait aussi un certain nombre d'actions avec l'Office français de la biodiversité, alors pas tellement sur les questions de contamination qu'on a évoquées aujourd'hui, mais plus sur des questions de suivi de la biodiversité marine. Et l'Ifremer a par ailleurs, au-delà du partenariat qu'il a avec les agences de l'eau, il a un partenariat renforcé avec l'Office français de la biodiversité. Merci. Une question pour Marc Bouchoucha. Les microplastiques sont-ils des contaminants? Peut-on dire que la Méditerranée se porte bien si on ne regarde que localement? Alors, les microplastiques sont bien évidemment des contaminants puisqu'ils sont produits par l'homme et donc il y a un enrichissement du milieu par une activité humaine. C'est la définition même de la contamination. Au cours de ces campagnes et depuis 2009, on mesure les concentrations en microplastiques dans les eaux côtières. Donc, en utilisant une technique de filet manta. Donc, c'est un filet qu'on va traîner derrière le bateau à la surface et qui va récolter l'ensemble des microplastiques. Alors, quand on parle de microplastiques, on parle de plastiques qui font de taille inférieure à 5 mm. Et donc, on va mesurer ces concentrations en microplastiques et on va regarder leur évolution dans le temps. Au cours de la campagne SushiMed, nous avons fait un suivi sur 39 stations microplastiques réparties le long de la façade méditerranéenne, avec un focus particulier sur certaines zones à enjeu, puisqu'on les avait identifiées au cours des années précédentes, notamment devant la ville de Nice, devant le Rhône ou encore en Corse, dans le sud de la Corse. Donc ce sont vraiment des contaminants qu'on suit au cours de ces campagnes. Allez-y, Monsieur Houillet. Rajouter sur cette question des plastiques et des microplastiques que les recherches qui sont conduites, elles regardent à la fois le cycle de dégradation des plastiques. Ils commencent par être gros souvent avant d'être micro, voire nano. Ensuite, il y a des travaux comme ceux que vient d'évoquer Marc Bouchoucha qui consistent à en évaluer la fréquence, la quantité, la localisation et aussi les transferts depuis les estuaires ou la côte jusqu'aux plaines abyssales. Le troisième type de travaux, c'est d'en étudier aussi les impacts sur un certain nombre d'organismes vivants. Donc, alors, il y a des travaux qui peuvent être menés dans différentes stations ou différents laboratoires de l'Ifremer. J'ai par exemple en tête des travaux qui sont menés en Bretagne sur l'impact des nanoplastiques sur la reproduction de l'huître, par exemple.
Donc on a toute une série de travaux. Et puis à la question, est-ce que les plastiques ou les microplastiques sont des contaminants, la réponse est évidemment oui, c'est celle qu'a apportée Marc Bouchoucha. Ce sont aussi des vecteurs de contamination, puisqu'il peut y avoir un certain nombre de molécules qui s'agrègent ou d'organismes vivants qui s'agrègent sur ces plastiques. Donc il y a toute une série de questions effectivement qui tournent autour de ce sujet des microplastiques. Sur l'aspect pollution locale, pollution globale, que cette action sur la Méditerranée, là on a parlé de la façade française, se replace évidemment dans un cadre international plus vaste. On a évoqué les directives européennes, directive 4 sur l'eau, directive 4 stratégie milieu marin, qui concernent tous les États membres de l'Union européenne, dont notamment les États riverains de la Méditerranée. En application de la directive 4 stratégie milieu marin, par exemple, la France élabore un document stratégique de façade. Ces documents doivent être soumis aux États riverains pour vérifier qu'il y a bien des politiques cohérentes avec les autres États riverains membres de l'Union européenne qui doivent mettre en œuvre les mêmes exigences. Plus globalement que ça, il y a une convention. Il y a la Convention de Barcelone, convention internationale, qui a réuni tous les États riverains de la Méditerranée, là pour le coup, rive nord comme rive sud, donc pas seulement l'Union européenne, tous les États riverains. Et cette Convention de Barcelone, elle impose des objectifs de réduction des polluants, voire de faire tendre un certain nombre de polluants chimiques vers zéro. Et ce n'est pas que de la théorie, hein. Il est déjà arrivé à la France d'être condamné pour mauvaise application de la Convention de Barcelone. Ça s'est passé sur l'étang de Berre il y a une dizaine d'années. Donc on a bien des objectifs aussi internationaux, globaux, en matière d'amélioration de l'état de santé de la Méditerranée. Daniel. Rapidement sur la question des microplastiques, on a vu qu'on mesurait, on a vu qu'on commençait à comprendre en fait les effets toxiques. On travaille aussi en fait à rechercher comment arrêter en fait ces microplastiques, notamment au sein des rejets des stations d'épuration. Pour vous signaler qu'il y a un pilote en fait de traitement des microplastiques qui est installé là, pas très loin d'ici, à la station d'épuration du Cap-Sissier. Et vous invitez à noter la date du 14 septembre, puisque en fait, les résultats de ce pilote seront présentés à Marseille le 14 septembre, lors de la journée qu'organise l'agence sur sa politique mer. Alors, de point de vue interaction entre les espèces, encore une fois, je reviens aux histoires de milieux dans lesquels on regarde ces plastiques. Si on regarde à la surface de l'eau, au milieu de l'eau, là où se produit la plus grosse production primaire du plancton, la photosynthèse qu'on appelle le maximum de chlorophylle, ou au niveau du sédiment, on n'aura très probablement pas la même quantité de plastique et ni le même type de plastique. Et ensuite, selon le type d'organisme auquel on s'intéresse, certains vont se nourrir en surface, d'autres au maximum de chlorophylle, d'autres au fond. Donc ces plastiques ne vont pas passer de la même façon, n'auront pas le même impact sur les organismes, selon où ils se trouvent, selon leur concentration. Et donc ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte parce que les derniers travaux qu'on a fait sur justement le fonctionnement trophique de milieux pélagiques, de la colonne d'eau, on a vu que les poissons, par exemple comme les sardines, se nourrissent essentiellement sur des espèces de zooplancton qui vivent autour du maximum de chlorophylle, donc sur cette couche très concentrée du plancton. Donc probablement, peut-être une suggestion pour la surveillance, ça serait aussi intéressant de regarder la concentration de microplastiques à ce niveau-là pour pouvoir faire plus facilement le lien avec le transfert trophique de ces plastiques et de leurs molécules associées. Merci. On a une question pour Laurent Roy. Est-ce qu'il y a des actions menées au niveau des aires de carénage des bateaux qui sont très polluantes ? Oui, et Pierre Boisserie pourra d'ailleurs le développer. Ça fait partie des cibles de réduction des sources de pollution. Et donc, nous travaillons avec les ports pour essayer de réduire ces sources de pollution en mettant en place des dispositifs de rétention, typiquement, pour éviter que ça parte à la mer. À noter, par exemple, que nous venons de signer un accord cadre avec le grand port maritime de Marseille, ce qui est une nouveauté. On avait déjà des collaborations, mais moins organisées. Là, on vient de signer un accord cadre pour réduire de manière globale les pollutions en provenance de cette grande aire portuaire qui est le grand port maritime de Marseille-Fos. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Non ? Alors, je regarde les questions d'internautes, excusez-moi. Pour Marc Bouchoucha, y a-t-il une grande différence entre les niveaux de contamination sur la côte et au large ? Et de quel ordre ? Est-ce qu'on a un ordre d'idée de la différence ? Alors, il faut savoir que la majorité de la contamination chimique, elle vient de la Terre. Donc aujourd'hui, l'essentiel de la surveillance se fait à la côte, au plus proche
des sources. Quand on s'éloigne, par simple phénomène de dilution, en fait, on ne retrouve plus de contaminants où ça devient vraiment très compliqué de les suivre. C'est pour ça que dans nos réseaux de surveillance, en fait, on va cibler ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des stations sentinelles, celles qu'on va placer le plus proche possible des sources, qui ne nous donnent pas une information sur l'état de santé moyen, mais qui va nous donner une information sur ce qui arrive en mer, sur les flux et sur les concentrations qui arrivent en mer. Quand on regarde au large, eh bien, c'est assez compliqué de mesurer quelque chose, et là où on retrouve des concentrations importantes, eh bien, c'est dans les organismes qui, eux, vont avoir un cycle de vie souvent un peu complexe, avec des phases à la côte et des phases au large, et qui, eux, risquent de se contaminer par phénomène de bioaccumulation. Donc si on veut s'intéresser à la contamination chimique au large, eh bien, on va regarder essentiellement aujourd'hui dans des poissons. D'accord. Daniela, complément? Je suis complètement d'accord avec Marc, et justement pour compléter, c'est là où les traits de vie des espèces vont beaucoup jouer. Donc en fait, parfois on trouve dans les eaux de large ou dans les canyons des espèces de grande taille qui vivent très longtemps. Et ça veut dire qu'ils ont passé beaucoup de temps à accumuler. Et donc ces espèces très âgées, de grande taille, parfois peuvent atteindre des niveaux de contamination très importantes. Et donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte, ces particularités de vie de ces espèces. Merci. On a une question d'un journaliste de Var Matin pour Daniel Lafitte. Daniel Lafitte note une présence bien plus importante d'aspirine paracétamol que d'anticancéreux. Existe-t-il déjà un moyen de filtrer ces molécules? À ma connaissance, non. Donc on parlait, Monsieur le Président a parlé de l'amélioration des filtres. Donc pour l'instant, non, à ma connaissance, il n'y a pas de moyen de filtrer ces... Je dis peut-être une bêtise. Le paracétamol, en tout cas, est pas mal abattu par les processus de traitement actuels. C'est-à-dire qu'on en retrouve beaucoup moins dans les eaux. Si on fait une proportion entre les usages et ce qu'on trouve dans les eaux, il est beaucoup plus abattu par les processus de traitement actuels que les anticancéreux que vous avez cités. C'est par hasard, hein, parce que clairement, les stations d'épuration, elles n'ont pas été conçues pour ça. Elles ont été conçues pour abattre la pollution organique classique, donc issue des effluents. Elles n'ont pas été conçues pour traiter les molécules chimiques. Mais on a fait des études, justement, sur un spectre de molécules pour voir si elles étaient plus ou moins abattues en collaboration avec un centre hospitalier en Haute-Savoie, d'ailleurs, pour voir quelles étaient les molécules qui étaient les plus abattues par les processus. Il se trouve que le paracétamol fait partie de celles qui sont les plus abattues. D'accord. Pierre, un complément? Peut-être un complément. J'évoquais tout à l'heure le pilote de traitement sur les microplastiques qui est engagé sur la station d'épuration du Cap Sicile à Toulon. En fait, ce pilote de traitement permet aussi de réduire tout un tas d'autres molécules en fait, et apporterait une solution complémentaire pour réduire des molécules particulières que laisse passer les stations d'épuration. Et parmi celles-là, il y a effectivement, ça renforce en fait la réduction des molécules pharmaceutiques. Mais c'est un pilote, hein, donc encore une fois, je vous invite à venir voir les résultats le 14 septembre. Mais en tout cas, ça permet de souligner le fait qu'au regard de ces constats que nous faisons sur ces molécules en mer, qui sont des constats quand même assez récents, on essaie d'anticiper un maximum finalement la définition et la mise en œuvre de solutions de manière à pouvoir le plus rapidement possible être en mesure de réduire ces flux d'apport à la mer. Ça illustre bien la notion de boucle de connaissances qui est évoquée. Donc on met en évidence le rôle important de nouveaux contaminants. Donc il faut agir derrière. On agit comment? Dans le cadre de nos documents stratégiques qui sont les SDAG, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. C'est un point qui a été particulièrement approfondi dans le futur projet de SDAG qui doit rentrer en vigueur début 2022 sur cette question des contaminants chimiques. Qu'est-ce qu'il faut faire qu'on ne fait pas déjà? Et notamment, le futur SDAG insiste bien davantage à la fois sur la prévention, sur la réduction des usages à la source quand c'est possible, mais aussi sur le curatif, c'est-à-dire sur l'amélioration des traitements dans les stations d'épuration, sur les territoires et pour les molécules pour lesquelles c'est justifié. Et donc derrière, parce que ça c'est un document de stratégie, il y a les aides de l'agence. Dans le cadre des aides de l'agence, on a un programme d'intervention qui détermine ce qu'on a le droit d'aider et comment on les aide. On est en train de faire une révision à mi-parcours de notre programme actuel d'intervention. On va renforcer nos capacités d'aide au traitement
de polluants chimiques dans les stations d'épuration, parce que justement, c'est la boucle de la connaissance. Il y a des contaminants émergents. Il y a un document stratégique qui nous dit qu'il faut renforcer l'aspect curatif, donc on va aussi renforcer les possibilités d'aide. Et on commence par le tester sur des pilotes implantés en partenariat avec des gestionnaires de systèmes d'assainissement pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, d'où l'expérience conduite, le pilote mis en place sur la station d'épuration de Toulon de Cap-Sissier. Donc ça fait bien quelque chose de cohérent in fine. La connaissance, elle n'est pas gratuite pour nous, elle est évidemment indispensable pour les milieux scientifiques, mais pour nous, elle est vraiment là pour orienter l'action. Merci. On va prendre une dernière question. Donc, j'ai une question de Fanny Bouchot d'Actu Environnement. Dans les contaminants, retrouve-t-on des œstrogènes ou des drogues comme la méthamphétamine? Est-ce qu'on trouve aussi ces substances-là? On trouve les œstrogènes, oui. Ça, c'est vrai. La méthamphétamine, je ne sais pas. Mais quand on caractérise les substances chimiques très présentes dans les eaux, il y a la caféine. Et la caféine, elle n'est pas là toute seule. Il n'y a pas de caféier dans le bassin rhône-méditerranée. Donc la caféine, c'est bien un apport anthropique et on la trouve dans des quantités qui ne sont pas négligeables. Merci. Merci à toutes et à tous pour vos questions, pour vos témoignages éclairants. Notre conférence se termine. Elle sera disponible en replay sur la page Facebook et sur YouTube. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, je vous invite à aller sur les sites de l'Ifremer et de l'Agence de l'eau, où vous trouverez plus de compléments sur tout ce qui a pu se dire aujourd'hui. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt.